Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter du sujet « La fusion nucléaire est-elle l'énergie de notre avenir ?» Cette étude a été réalisée par deux étudiants de l'ESTA, Quentin Barbeau et Quentin Thiebaud. Voyons tout de suite la différence entre la fission nucléaire, autrement dit le système actuel, et la fusion nucléaire. La fission nucléaire résulte d'un bombardement de neutrons sur un noyau pour le casser et créer de l'énergie. A l'inverse, la fusion nucléaire est le bombardement d'un atome sur un autre, nécessitant encore plus de force que la fission pour qu'il fusionne et crée un autre type d'atome. Globalement, c'est la réaction qui se passe dans le Soleil. Une réaction de fission génère plus d'énergie que la fusion, cependant il faut 47 fois plus de masse de carburant pour provoquer une fission qu'une fusion. Si l'on ramène ça à un gramme de carburant, la fission produit 82 milliards de joules, tandis que la fusion produit 339 milliards de joules. D'un point de vue énergétique, la fusion permet une libération d'énergie environ 4 fois supérieure à la fission. Mais quel est le carburant de la fusion nucléaire ? Il faut savoir que plusieurs méthodes existent, mais pour l'utilisation de création d'énergie, la plus adaptée est la fusion de deutérium et de tritium pour en devenir de l'hélium. Et alors pourquoi ne pas garder la fission nucléaire ? La fission nucléaire, comme vous le savez, pose tout d'abord un problème quant à ses déchets nucléaires, et nous ne pouvons pas nous contenter de les envoyer dans l'espace car cela est largement hors de prix. De plus, les ressources en uranium sont très limitées, ce qui n'est pas le cas du deutérium et du tritium. En effet, nous y reviendrons plus tard, mais le deutérium se trouve dans l'eau, et on peut créer le tritium à partir du lithium, qui est une ressource bien moins limitante que l'uranium. Il faut également amener l'aspect de la sécurité, car contrairement à la fusion, la fission est une réaction en chaîne. On ne peut pas juste stopper les conditions de réaction pour arrêter le réacteur. Alors que la fusion ne produit aucun risque d'emballement ou de fusion du cœur, un simple interrupteur allume et l'éteint. Quels sont donc les avantages de la fusion ? La fusion ne produit pas de déchets de haute activité, autrement dit, au bout d'une centaine d'années, ils ne seront plus radioactifs contre des dizaines de milliers d'années pour la fission. De plus, en cas d'accident, seule l'installation en elle-même sera endommagée, aucune fuite radioactive ne sera alors propagée avec une obligation de faire bouger les populations. Mais alors comment fonctionne plus précisément la production d'énergie via fusion nucléaire ? Premier dispositif permettant de fusionner des atomes de manière contrôlée et constante, à l'inverse d'une bombe, est le tokamak, c'est l'anagramme d'un mot bien imprononçable en russe que voici. Cela signifie chambre de confinement avec bobine magnétique en russe. Cet appareil permet de répondre à tous les prérequis vus précédemment pour créer la fusion grâce au magnétisme. Dans un premier temps, on remplit une chambre thorique de carburant sous forme gazeuse, ensuite on le bombarde d'ondes électromagnétiques, un peu comme un micro-ondes. Ce bombardement a deux effets, chauffer le gaz et le faire changer d'état vers le plasma. Les ondes magnétiques permettent de faire léviter le plasma au centre de la chambre pour qu'il soit confiné et qu'il ne puisse pas en toucher les parois. En effet, le plasma est chauffé à environ 150 millions de degrés Celsius. Un contact avec l'armature du tokamak provoquerait sa destruction quasi instantanée. A noter que si le plasma n'est plus en lévitation, cela signifie que les ondes magnétiques ne sont plus suffisamment puissantes. Ce manque de puissance provoque une baisse de température et la fin de réaction. Le cas de destruction du tokamak par contact avec les parois est donc théoriquement impossible. Les trois conditions de la fusion étant respectées, la réaction va avoir lieu. Cette dernière va chauffer les parois de l'appareil, de l'autre côté de la paroi se trouve de l'eau. Sous l'effet de la chaleur de l'eau, elle se met en ébullition. La vapeur d'eau obtenue va faire tourner une turbine qui produira de l'électricité. Alors quelles sont les limites du tokamak ? Tout d'abord, l'énergie d'activation importante pour le lancement de la fusion, ensuite les microturbulences du plasma, suivi du refroidissement du système, ainsi que la création de carburants coûteux en énergie. Le but de la fusion est de produire de l'électricité, ainsi le système réacteur, chaudière, turbine doit produire plus d'électricité qu'il n'en consomme. Un tel système a un rendement dépassant rarement les 35%. Ainsi, il faut être capable de maintenir la réaction moins 70 secondes en théorie pour produire de l'électricité avec cette solution. On peut alors se demander qu'est-ce qu'on attend pour utiliser cette énergie qui semble au final si fabuleuse. L'origine de la recherche sur la fusion nucléaire remonte aux années 1920 avec la naissance de la physique stellaire. La toute première réaction de fusion en laboratoire fut réalisée par Rutherford en 1934. Il réussit à faire fusionner quelques noyaux de deutérium, mais la quantité de réaction était encore infime pour pouvoir produire de l'énergie. En 1946, le premier brevet de réacteur à fusion fut déposé en Angleterre, et c'est dans les années 50, en pleine guerre froide, que l'ensemble des grands acteurs de la guerre froide et des principales puissances mondiales telles que les États-Unis, la Russie, l'Angleterre ainsi que la France, l'Allemagne et le Japon s'attachent à développer l'opportunité pour le militaire de la fusion nucléaire dans le plus grand des secrets. Aucun de leurs résultats ne sera alors partagé. Il sera alors partagé plus tard jusqu'à ce qu'en 1985, Mikhail Gorbatchev ainsi que Ronald Reagan se rencontrent à Genève et dans leur rapport, la ligne recherche sur la fusion apparaît et permet de souligner l'importance de ce type d'énergie à l'avenir. 2 ans plus tard, le projet ITER naît d'une collaboration entre l'Union Européenne, l'Union Soviétique, les États-Unis et le Japon. Mais alors, le projet ITER, est-ce un rêve ou une réalité ?
Présent en France à Cadarache, le projet ITER regroupe des milliers d'ingénieurs et de scientifiques qui ont pour but de produire plus de 500 MW excédentaires contre 16 MW pour le record actuel via le tokamak jet. La fusion de deutérium-tritium est le processus choisi pour le tokamak d'ITER pour une surface totale de 1 km² environ. Il permettra de produire quasiment 8 fois plus d'énergie qu'un réacteur de fission habituel. La fusion porte de nombreux avantages comparés à la fission, mais elle nous reste pour le moment inaccessible pour différentes raisons. La fusion nucléaire repose sur des technologies que nous ne sommes pas encore capables de maîtriser, et le tritium n'est pas obtenable en grande quantité pour le moment. Il faudrait réaliser toute une production de manière industrielle. Ainsi que les coûts de développement sont faramineux avec plus de 20 milliards contre 6 milliards prévus initialement. En outre, il est bien de rappeler que le projet ITER n'est qu'un test à grande échelle. En effet, le rendement du tokamak n'est que de l'ordre de 10 fois sa consommation. L'objectif à travers le projet ITER est de comprendre et manipuler cette nouvelle production à grande échelle afin d'atteindre 40 fois ou 50 fois la consommation en termes de rendement. La fusion représente-t-elle la nouvelle énergie propre et viable de demain? L'objectif des scientifiques du projet ITER est de commencer la production d'énergie via fusion d'ici à 50 ans. Pendant ce laps de temps, il nous faudra donc nous adapter à créer de nouvelles chaînes industrielles dans le meilleur des cas. Malheureusement, beaucoup de scientifiques estiment qu'attendre 50 ans sera déjà trop tard et aura provoqué des dégâts bien trop importants sur notre planète. D'ailleurs, nous en subissons déjà les conséquences. La question est donc la suivante, faut-il parier sur le long terme avec l'énergie via la fusion, ou bien se réserver à développer les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque et l'éolien? Pour pouvoir répondre à cette question, nous devons prendre en considération que nous ne connaissons encore rien de la fusion nucléaire et de ses coûts de production. Cependant, d'après les chercheurs et scientifiques du projet ITER, ils estiment que le coût de production de l'énergie de fusion serait légèrement plus élevé que la fusion au début, pour être décroissant au fil du temps et atteindre un prix inférieur à la fission. Nous pouvons donc maintenant comparer les différents coûts de production des moyens de production d'énergie les plus communs afin de pouvoir en tirer une conclusion. L'observation de ces différents chiffres permet de déterminer que l'énergie nucléaire, ici la fission, coûte bien moins cher que les différentes énergies renouvelables. Nous pouvons ajouter à cela que le contraste entre l'énergie renouvelable hydraulique crée par exemple de forts dégâts environnementaux en aval et en amont des dispositifs. L'éolien et le photovoltaïque demandent beaucoup de génie civil ainsi que de la maintenance et installation dans la durée du temps. La fusion nucléaire semble donc être un moyen de production viable pour le futur. Cependant, arrivera-t-on un jour à développer la fusion nucléaire pour une utilisation industrielle à grande échelle? Cela reste un rêve pour le moment, mais nous pouvons espérer que cela devienne la réalité d'ici la fin de ce siècle. Notre monde réalisera alors un grand pas, mais saurons-nous maîtriser cette nouvelle méthode de production quasi infinie?